Donc, déjà, ce qui m'a amené à devenir entraîneur dans un premier temps, c'était quand j'étais joueur. Je m'intéressais vraiment à ce que faisaient les coachs, j'essayais de comprendre, je leur posais des questions. J'ai joué donc en National 2, qui est la quatrième division française. J'ai joué maintenant pendant plus de 8 ans à ce niveau-là. Et ce qui m'a le plus marqué dans ma carrière de joueur, c'est quand j'ai rencontré un entraîneur dans une ville qui s'appelle Châteaubriand, une petite ville à côté de Rennes. Cet entraîneur-là, on l'appelait Papy. Il m'a vraiment donné envie d'entraîner parce qu'il avait une certaine philosophie où je le voyais, il mettait l'humain au centre de tout. Et j'ai commencé à observer comment il travaillait, ce qu'il mettait en place. J'étais déjà un joueur-entraîneur. Et un jour, j'ai décidé de voler de mes propres ailes. Et j'ai commencé à embrasser la carrière d'entraîneur. Pourquoi vous avez choisi Québec pour venir ici? Parce qu'on sait qu'en France, le soccer est plus développé. Ouais. Pourquoi avoir choisi l'Amérique du Nord et Québec plus particulier? Ben, je dirais c'est Québec qui m'a choisi. Parce que tout à la base, donc moi j'ai une formation en préparation mentale et en performance sportive. Et j'ai fait du coaching avec des Québécois en France qui m'ont amené vraiment une manière de me regarder. Et j'ai commencé à me dire, tiens, un jour j'irai comme ça à Québec, ça sera peut-être un projet familial de venir m'installer à Québec. Et je connaissais Samuel Georget. Samuel Georget, c'est un joueur maintenant qui est du Dynamo, là, qui lui, je l'ai entraîné il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Je l'ai entraîné et Sam voilà, a parlé de moi en bien ici. Et j'ai rencontré les différents responsables lors d'un entretien de recrutement. Ça s'est très bien passé. Et ils m'ont fait une proposition pour venir sur le sol québécois. Donc j'ai pu allier un rêve, puisque mon rêve c'était aussi de venir m'installer parce que j'ai aimé mes formateurs, qui avaient vraiment une approche que je ne connaissais pas sur l'humain. Et quel est votre rôle ici avec la RSQ? Je sais que vous êtes impliqué avec le Dynamo de Québec aussi. Donc, c'est quoi un peu votre rôle par rapport à ce que vous faites sur la rive sud de Québec surtout? D'accord. Donc moi, si on parle du titre, donc je suis directeur technique adjoint. Donc nous sommes 4 à avoir cette fonction-là à la RSQ. Moi, je me charge essentiellement du sport-études qui se trouve à l'école Pointe-Lévis. Je développe aussi la Beauce avec le CDR Beauce à Sainte-Marie. Ça, c'est pour mes fonctions. Et je suis entraîneur-chef du Dynamo depuis maintenant 2 ans que ça existe. Et on sait que la Coupe du Monde s'en vient à grands pas. Ah oui. D'ailleurs, beaucoup d'amateurs de soccer sont très emballés à l'idée d'assister encore une fois, de loin, évidemment, à cet événement, parce que la Russie, c'est quand même un peu loin. Et le regarder à la télévision, je pense que ça va faire le travail. Depuis quand vous regardez en termes d'âge, mettons, que vous regardez cette Coupe du Monde? J'imagine que c'est très jeune en France, de Ah votre oui, côté. oui, oui. Ben, moi, je suis arrivé en France en 1981. Et déjà, dès que je suis arrivé, mon père était baigné dedans. L'Euro, Coupe du Monde, etc. Donc, depuis mon arrivée en France, j'ai pas loupé une Coupe du Monde. Et je confirme que la Russie, c'est loin parce que j'avais la possibilité d'y aller. Je connaissais une personne qui pouvait m'inviter, mais ça faisait presque une journée entière d'avion entre les escales et tout ça. Donc oui, c'est un événement planétaire. Il faut savoir qu'en France, je vais même dire en Europe, le football, en tout cas le soccer ici, c'est une religion pour nous et c'est vrai que pour rien au monde, on louperait un match. C'était quoi la tradition chez vous lorsque vous regardiez les matchs, ou même d'ailleurs aujourd'hui ici, mais lorsque vous étiez en famille, lorsque l'équipe de France jouait, mais lorsqu'il y avait d'autres rencontres également, c'était quoi un peu votre tradition? Aviez-vous toujours la même routine ou... Non, ben en fait, des fois on va regarder ça avec des amis dans un bar, des fois ça va être en famille, tout dépend de où est-ce qu'on se trouve à l'heure du match. Parce que des fois, on peut programmer nos soirées en fonction des matchs, mais des fois on n'a pas le choix, un repas de famille, notre femme qui nous impose à aller quelque part, donc dès qu'on voit qu'à la télé on peut s'échapper. Non, j'ai pas de routine par rapport à ça. Et en plus, moi j'aime vraiment être tout seul quand je regarde un match, parce que je fais des commentaires, je le regarde Il n'y a comme pas un de entraîneur. distraction et... Ouais, C'est ça. ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Hmm. À part les événements comme la Coupe du Monde, là c'est bien de le regarder entre amis parce qu'on rigole, on se chambre
Donc c'est vraiment très bien. Même ici, en étant ici au Québec et tout, est-ce que vous affairez à regarder tous les matchs que vous pouvez? Parce Oui. qu'évidemment, c'est pas évident avec la Russie qui a un décalage horaire assez imposant. Mais quand même, lorsque vous êtes ici, quand vous avez la chance, j'imagine que vous voulez Ouais. pas manquer de match, là. Non, mais c'est sûr que ça va être une logistique. Maintenant, on a pris toutes les chaînes possibles, Being, SFR Sport, tout ce qui est possible pour voir les matchs. C'est sûr que avec le décalage horaire, je crois qu'il y a 7 heures ou C'est 8 9 heures. heures, ouais, Ouais, il y a c'est ça. 9 heures de décalage horaire. Mais c'est ça qui va nous empêcher de pouvoir les regarder tous entre amis parce que avec 9 heures de décalage, on va être chez nous, des choses comme ça. Mais non, on ne ratera pas un match. Jusqu'à maintenant, quel a été votre plus beau souvenir de la Coupe du Monde? Oh. Alors bizarrement, effectivement, ça va être 98, puisque l'année où on la gagne. Mais c'est pas la finale qui a été le plus beau moment pour moi. Le plus beau moment, c'était les huitièmes de finale contre le Paraguay. Parce qu'il faut savoir, pour remettre un peu dans le contexte, le sélectionneur à l'époque, Aimé Jacquet, était très 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 décrié. Les journalistes disaient que c'était pas l'homme de la situation. Nous avons démarré la Coupe du Monde, 3 matchs, 3 victoires. Au bout de 2 matchs, on savait qu'on allait faire les huitièmes, sauf que Zidane prend un carton rouge. Donc on se dit, bon, le 3e match, c'est pas grave, si Zidane n'est pas là, on est déjà qualifié. Mais le match contre le Paraguay, ça a été très très dur parce que on pensait qu'on allait les battre facilement, puisqu'on était favoris. Et ça nous a emmenés jusqu'aux prolongations. Ça n'a pas été simple. On avait la pression. Je me rappelle très bien, le match était à Lens. Et puis il faisait une chaleur énorme. J'ai trouvé ça tellement... quand Laurent Blanc nous délivre sur le but en or, en plus c'est le seul but en or de l'histoire de la Coupe du Monde, puisqu'ils ont arrêté cette expérience-là. Quand Laurent Blanc nous délivre, je me dis, on a de quoi aller au bout. Parce que sur ce match-là, on serait allé au pénalty, on perdait. Chilavert a fait un grand, grand match. Et justement, dans la Coupe du Monde, souvent, il y a des joueurs qui se démarquent plus. On a vu au terme, dans les dernières années, il y avait eu également un Russe qui avait marqué 5 buts lors d'un match dans une Coupe du Monde antérieurement. Quel est pour vous le meilleur joueur que vous avez vu dans une Coupe du Monde, que ce soit pour la France ou un autre pays, là? Ben, je vais rester français parce que je suis très chauvin. Pour moi, la Coupe du Monde 98 que Zidane fait, ça a fait rentrer pour moi dans l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Après, on ne va pas parler des traditionnels, Pelé, Maradona, ok, ils sont dans une classe à part. Mais Zidane, en 98, là, pour moi, il est définitivement rentré dans l'histoire de cette Coupe du Monde. J'imagine que votre match préféré, votre meilleur souvenir, c'est évidemment la conquête de 98 des Bleus. Oui, en fait, comme je te dis, 98, ça a été un moment très riche pour moi. Parce que la France venait de conquérir son premier titre mondial. Mais le match que j'ai le plus aimé, c'est vraiment le Paraguay. Parce que c'est lui qui a lancé, c'est vraiment lui qui a lancé notre parcours. C'est lui qui a unifié les gens autour de cet événement-là. Il y a un gros débat sur savoir qui est le plus grand joueur français ou le plus grand joueur des Bleus. Okay. Pour vous, c'est qui le meilleur joueur, selon vous, à avoir porté le maillot de la France? Waouh! C'est... à différentes époques, il y a eu Platini, Giresse, Tigana, qui pour moi ont été des grands joueurs à cette époque-là. Et Zidane reste, Zidane reste vraiment la référence parce que c'est de ma catégorie d'âge. Et puis Zidane, j'ai vu ses matchs. Platini, je les ai regardés, mais j'avais un autre regard parce que j'étais plus jeune. Donc pour moi, c'est vraiment Zidane le plus grand joueur. On a vu dans les dernières années qu'il y a eu quelques controverses avec les sélectionneurs français, avec Raymond Domenech, avec Laurent Blanc. Là, c'est Didier Deschamps qui est là actuellement. Est-ce que pour vous, il représente peut-être un gage de succès pour aller chercher cette Coupe du Monde, puisqu'à l'Euro, vous êtes passé proche il y a 2 ans. Et là, ça semble quand même, avec l'effectif actuel, ça semble bien se mouler ensemble pour connaître du succès. Moi, ce que j'aime vraiment chez Deschamps, et peut-être que je me reconnais dans ça, c'est un stratège. C'est-à-dire que Deschamps, déjà, quand il était joueur, c'était un joueur-entraîneur. Il arrivait à voir des choses sur le terrain, il arrivait à modifier. Je suis vraiment à 100% pour la France et je pense qu'on a l'équipe, malgré tout, pour aller au bout. Après, je me tromperai peut-être, mais je pense vraiment qu'on a l'équipe. Elle est talentueuse, elle est jeune. Le seul problème de la France, ça sera vraiment la France. Quand on prend son match contre la Colombie, où elle fait une première mi-temps extraordinaire,
Et après, elle s'est dit, oh, ça va être facile. Et puis elle perd le match 3-2. Donc, je pense que notre problème, ça va être nous-mêmes. Mais la France est favori pour moi. Qui sont les joueurs peut-être à surveiller? Bon, on connaît les Griezmann, on connaît des gars comme Olivier Giroud, mais quels sont peut-être les joueurs qui pourraient contribuer davantage à ce qu'on pourrait penser avec l'effectif français actuel? Ok. Alors, je continue, hein, je vais dans ton sens en parlant de Griezmann, mais pour moi, Mbappé peut faire quelque chose. J'aime bien aussi Lucas Hernandez. C'est un latéral des temps modernes, là. Il est vraiment rapide, il est capable d'apporter des centres. Je pense aussi que ça peut être une Coupe du Monde très importante pour Pogba, parce qu'il va être attendu. Entre le potentiel qu'il a et ce qu'il montre, il n'est pas encore à 100%. Mais pour moi, les joueurs à surveiller, déjà le trio offensif, je ne sais pas s'il va faire jouer Giroud ou pas, mais Dembélé, Mbappé et Griezmann, c'est très intéressant. J'aime bien aussi le profil de Tolisso. Et je peux te les citer tous, je crois que je les aime tous. Qu'est-ce qui caractérise l'équipe de France? On parle souvent d'identité d'une équipe. Ouais. Qu'est-ce qui caractérise celle des Bleus cette année? Je pense que c'est sa folie, la jeunesse qu'elle a. Le problème de la jeunesse, c'est que c'est capable de surprendre, mais dans les deux sens. Donc pour moi, le caractère de l'équipe de France, ça va être sa folie dans le jeu. S'il y a un échec, exemple, dans cette Coupe du Monde, malheureusement pour la France, je ne vous le souhaite pas, mais s'il y a un échec, on a vu que Zidane a quitté son poste avec le Real Madrid, est-ce que peut-être ce serait un fit naturel, excuse-moi l'expression, est-ce que ce serait un mariage parfait avec l'équipe des Bleus dans quelques années, advenant le fait que Didier Deschamps doive quitter à la fin de son contrat? Pour moi, après Deschamps, oui, ça sera naturel que ça soit Zidane, mais j'ai bien dit après Deschamps. Donc ça veut dire que pour moi, là, je vois Deschamps aller au bout de son mandat parce que je pense que c'est l'homme de la situation. À part l'équipe française, okay. Si on parle des autres équipes, celles que vous allez suivre ou celles qui sont les plus intéressantes à vos yeux? Je vais faire vraiment classique. J'aime bien l'Espagne. Je pense que la Belgique peut nous surprendre parce que le fait que Martinez travaille avec Thierry Henry, c'est quelqu'un qui est capable de motiver des troupes, qui est capable d'amener la culture de la gagne. La Belgique est à surveiller. Du côté de l'Amérique du Sud, je vois quand même le Brésil. Parce qu'ils font vraiment peur avec leur effectif. C'est un gros effectif. Je ne sais pas si au niveau du gardien, ça va être à la hauteur. Parce que le problème des Brésiliens, ça a toujours été les gardiens. Ensuite, si on parle d'une équipe d'Afrique, je miserais quand même sur le Sénégal, où quand on voit aujourd'hui qu'ils ont des joueurs qui jouent dans des plus grands championnats, je pense à Koulibaly qui évolue à Naples, ou encore à Sané qui évolue Mané qui évolue à Liverpool. Si je fais un peu le tour des continents, là, c'est ça. Espagne, Belgique, ensuite Brésil, et puis pour terminer, Sénégal. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a des nouveaux pays qui se sont joints à la Coupe du Monde cette année? On pense aux Pays-Bas qui ne sont pas là, on pense à l'Italie qui ne sont pas là, on pense aux États-Unis également. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que ces pays-là ont émergé en termes de soccer? Est-ce que c'est parce que c'est vraiment des contre-performances selon vous, ou c'est parce que évidemment le soccer se développe à plusieurs niveaux à l'extérieur de ces grands pays-là? Mais pour moi, les trois pays que tu cites là, tu m'en aurais dit d'autres, je t'aurais pas dit ça, mais pour moi c'est dû à des contre-performances. Aujourd'hui, là, les Pays-Bas, l'Italie et les États-Unis doivent tous les jours être à la Coupe du Monde. Donc, je pense que c'est vraiment une erreur de parcours qui a fait que la Coupe du Monde leur est passée sous le nez. On peut même mentionner le Pays de Galles, qui, quand même, souvent à l'Euro sont là, avec Gareth Bale aussi. Oui, je suis d'accord, mais je te dirais plus que le Pays de Galles, s'ils y avaient été, c'est très bien, mais je te dirais plus que l'Italie, Pays-Bas et États-Unis, c'est vraiment une catastrophe nationale qu'ils y soient pas. On a vu que Cristiano Ronaldo a gagné l'Euro. Le Portugal a gagné. Ronaldo était blessé. Est-ce que vous pensez qu'il pourra être un joueur important pour le Portugal pour peut-être se faufiler et essayer d'aller chercher le championnat? Parce que les gens, quand on parle des équipes comme l'Allemagne, comme l'Espagne, comme la France, on ne mentionne pas nécessairement le Portugal, qui sont quand même champions européens en titre. Ouais. Alors, là, c'est mon côté français qui va ressortir. Le Portugal a été champion européen en ne gagnant pas un match dans les temps réglementaires. Donc, on va dire que tant mieux pour eux.
Je dirais de faire attention au Maroc, malgré tout, parce que le Maroc présente de beaux atouts. Mais Cristiano Ronaldo comment dire, des adversaires vont se focaliser sur Cristiano Ronaldo. Donc, et puis le Portugal, pour moi, quand il y a Cristiano Ronaldo qui joue, il a trop un impact sur cette équipe-là. Donc la preuve, il gagne l'Euro quand lui il est blessé. Alors il va tout faire parce que c'est un grand sportif, c'est un très grand joueur, mais non, je ne vois pas le Portugal aller plus loin qu'après les huitièmes. Et qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple, de l'Argentine, qui a été quand même en finale il y a quelques années, mais qui a de la misère à gagner dans son continent d'Amérique du Sud avec Lionel Messi, Ouais, avec Dybala, avec Higuaín qui est là. Qu'est-ce qui explique ça, selon vous? Ça, je ne peux pas dire parce que le problème entre un club et une sélection, dans un club, les joueurs sont capables de jouer pour quelqu'un parce que c'est lui qui est la star de l'équipe. Dans une sélection, tu as plein de stars qui se réunissent. Donc les égos sont encore plus forts. C'est pour ça que l'Argentine n'arrive pas. Il faut réussir à gérer tous ces égos pour mettre Messi en avant. Et c'est pas toujours facile. Et en terminant, si on peut y aller d'une prédiction, parce qu'évidemment, on y va de certains de résultats qu'on pense qui pourraient arriver. Certains pensent que ce sera l'Allemagne, certains pensent l'Espagne, même la France, parce qu'ils sont quand même à un niveau assez élevé. J'aimerais entendre votre prédiction et aussi le parcours de l'équipe de France, selon vous. J'espère que dans ton reportage, tu as bien compris que j'étais français. Je vois la France aller en finale. Voilà. Après, contre qui ça serait bien qu'elle aille contre une équipe d'Amérique du Sud. Je te dis, la Belgique fait peur, l'Allemagne fait peur, l'Espagne fait peur. Mais allez, je dis France-Brésil pour faire... Et peut-être, pourquoi pas, peut-être une équipe africaine qui pourrait causer une surprise et se rendre dans une finale. Oui, non, tu as totalement raison. Ça serait vraiment beau pour ce continent-là parce que les footballeurs ont un talent brut. Maintenant, une Coupe du Monde, c'est sur un mois. Il faut gérer la préparation invisible, la rigueur. Je ne sais pas si sur un mois, une sélection africaine peut tenir ce rythme-là. Maintenant, je me trompe peut-être, mais moi-même, pour avoir des origines africaines, je sais que sur un mois, ça demande vraiment beaucoup d'efforts. Donc j'espère qu'un jour, on verra une sélection africaine la remporter, effectivement. En tout cas, je souhaite la meilleure des chances à votre équipe, les Bleus. Ouais, et je souhaite la meilleure des chances aussi aux gens qui sont originaires un peu partout, dont moi, la Roumanie. Ouais, et on n'est pas à la Coupe du Monde, ouais. dont on parlait tantôt des pays qui y sont. Et j'espère que vous allez pouvoir remporter cette sélection-là et pouvoir célébrer quand même, parce que l'équipe de France a une équipe assez dynamique, assez rapide, et je pense qu'elle est très belle à voir jouer. Alors, merci de m'avoir reçu aujourd'hui dans vos locaux, très beaux locaux, ici de la RSQ. C'est ça. Et la meilleure des chances pour vous. Et j'ai un petit message à passer. Mon directeur technique, il est portugais. Donc si la France remporte, parce que quand le Portugal a remporté l'Euro, on est quelques Français ici comme techniciens, il nous a vraiment emmerdés. Donc si la France remporte, je te tiendrai au courant de ce qu'on va lui préparer. Pas de problème, merci. C'est en primeur ici à la première ronde. C'est ça. Allez, merci. Au revoir.